Voilà, bonjour à tous, très heureux, désolé pour le premier micro, très heureux de vous retrouver pour une semaine dédiée au Sustainable, donc Sustainable Week, l'occasion pour nous de partager 3 webinars et on démarre du coup ce matin. Bonjour à tous. Vous avez du coup sur l'onglet public l'occasion d'échanger directement et de poser vos questions. On est dans une logique vraiment conversationnelle. On est là aujourd'hui pour échanger les bonnes pratiques, partager ce qui marche avec ceux qui prennent des risques et qui prennent des initiatives pour construire un monde meilleur. Donc, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis Vincent Ducret, le cofondateur du Hub Institute. Je suis le host
pour ce webinaire. Pour ceux qui souhaitent partager sur les réseaux sociaux nos échanges, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Sustainable Day pour que du coup on puisse étendre un petit peu nos échanges à l'ensemble de la communauté. Alors le Hub Institute s'inscrit dans le cadre d'une transformation importante puisque identifié depuis très longtemps comme un expert sur les sujets de transformation digitale qu'on opère depuis bientôt 8 ans. On s'est développé aussi sur les enjeux de transformation managériale avec un livre qu'on a sorti l'année dernière. Et plus récemment, on a beaucoup travaillé sur les sujets sustainable, comme on le voit ce matin, aujourd'hui, et sur les sujets de la e-santé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Voilà, donc ce matin, le sujet est posé, marque, entreprise et start-up, avec qui construire un monde durable. C'est le sujet sur lequel on va travailler pendant l'heure qui vient. Et pour cela, on est très heureux de recevoir ce matin, tout d'abord, Marina Vassalo-Racheline, donc qui est fondatrice de Wavemaker. On aura aussi l'intervention de Georges Vignetti, donc qui est le président de So We Found. On est très heureux d'avoir en direct de Londres Marc Violo, qui est le directeur marketing de Loop, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. Ça sera intéressant de voir un petit peu où en sont les évolutions et puis de voir quelle est la roadmap qui arrive. Et puis Yann Hervé, un expert évidemment du sujet, qui a sorti justement cette semaine, donc on est très heureux de l'avoir avec nous, un ouvrage sur comment les marques peuvent-elles nous aider à changer le monde tout simplement. Voilà. Alors, avec qui construire un monde durable? C'est un peu la question qui est posée. On sait qu'il y a un phénomène d'urbanisation, par exemple, très très fort, et qu'il y a beaucoup d'enjeux de transformation. Et donc, l'idée, c'est effectivement de travailler et de réfléchir sur comment on va pouvoir travailler dans ce sens. Et donc, pour introduire le sujet, j'invite du coup Yann Hervé à nous rejoindre sur scène. Yann, si tu peux activer la caméra. Et l'idée en introduction, c'est de partager un peu 2-3 insights que nous on suit beaucoup, des marques qui ont pris le temps de réfléchir sur leur ADN et de proposer justement des choses. Je pense principalement à Patagonia. Patagonia, du coup, qui en gros est une entreprise américaine sur la partie fashion et qui a du coup vraiment communiqué très fortement sur toute la partie à la fois recyclage et la partie réutilisation de ces produits avec une pub assez connue à New York, avec justement un de leurs sweatshirts en disant ne l'achetez pas alors que c'est un produit de Patagonia. Sous-entendu, on en a déjà d'occasion, donc venez à la boutique éventuellement pour venir le chercher. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis on a d'autres cas aussi assez intéressants. Je pense par exemple à Bearbrit ou à Win the Roof, donc des startups qui proposent vraiment des réflexions sur comment construire un monde meilleur. Tout le monde est en recherche de solutions et c'est bien de voir qu'il y en a qui travaillent sur ces sujets. Voilà. Alors, avant de finir, évidemment, Carrefour qui a fait le partenariat d'ailleurs avec Loop. Et donc, l'idée, c'était de voir un petit peu comment ils ont évolué. Mais c'est vrai que en s'investissant dans cette relation avec Loop, c'est un geste, on pense, assez fort pour faire de la consigne un nouveau réflexe, on l'espère, massif et tendance dans les prochains mois. Voilà. Alors, Yann, je ne sais pas s'il peut nous rejoindre. On va avoir la caméra qui s'affiche. Alors, je vois pas l'écran de Yann. Vous l'avez ? Alors, est-ce qu'on arrive à se connecter ? Alors, on a bien les slides. Est-ce que, sinon, au niveau sonore, tu peux commenter ? C'est vrai que l'ouvrage de Yann est sorti juste cette semaine et c'est le premier ouvrage en fait qui recense en français
des cas de plus de 150 entreprises et marques qui ont travaillé vraiment sur cette problématique de transformation durable avec des vrais exemples concrets et une démarche voilà vraiment à la fois théorique et en même temps empirique puisque c'est basé sur ce qu'ils ont fait réellement. Si on n'a pas Yann, est-ce que on peut l'inviter à nous rejoindre plus tard et inviter Marc? Voilà. Voilà. Yann? Oui, tu m'entends? Ouais, très bien. Je te laisse commenter les slides. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. Désolé. Déjà, merci à toi et au Hub Sustainable Day de m'accueillir. C'est très, très sympa. En fait, oui, sur la question qui consiste à répondre à c'est quoi la genèse du livre. En fait, la genèse du livre, elle participe de plusieurs éléments qui ont, on va dire, un peu marqué ma vie et aussi marqué, je pense, nous tous ces dernières années. La première est complètement liée à mon activité professionnelle, parce que moi, j'ai un parcours d'agence. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les grandes agences de communication, de publicité. Et en fait, j'ai eu l'occasion chez Dentsu Aegis, qui est le dernier groupe dans lequel j'étais, il y a un peu plus d'un an, de participer en fait à l'animation du comité RSE du groupe. Et la RSE, c'était encore, et ça, c'est vraiment un témoignage, je pense, intéressant pour tout le monde, c'est que la RSE, pour des patrons d'agence, c'était quelque chose d'assez exotique, en fait. Voilà, c'était très loin de notre business. Et nous, on était vraiment dans le business as usual, avec des briefs qui étaient très classiques également et qui n'intégraient pas tellement encore ces problématiques. Donc là, du coup, ça m'a déjà donné à voir, en fait, un certain nombre de perspectives, et puis ça m'a donné matière à réflexion. Et puis ensuite, il y a eu en août 2018 le départ de Nicolas Hulot, qui a été en tout cas, je fais partie de ceux pour qui ça a été une sorte de choc et en même temps de révélation, en me disant que voilà, s'il s'en va, c'est que il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond et il va falloir peut-être qu'on se mobilise tous les uns et les autres. Et ensuite, il y a eu ce fameux rapport du GIEC qui a été, c'était pas le premier, on le sait, mais qui fin 2018 a aussi alimenté tout ce qu'on a connu ensuite, les mouvements notamment, les manifestations animées par Greta Thunberg, et puis toutes les autres, l'affaire du siècle avec Audrey Pulvar, etc., etc. Et donc c'est vrai que du coup, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir profiter, en fait, enfin faire profiter à tout à chacun de mon expérience en agence où j'ai accompagné pendant de nombreuses années des marques et de voir comment on peut aujourd'hui, enfin quelles sont les choses qui sont concrètement faites de la part des marques sur la question justement sociétale et la question de la sustainability. Et puis est-ce que globalement elles ont toutes, comment dirais-je, elles ont encore beaucoup de choses à faire et globalement ce qu'on leur reproche est avéré, ou au contraire il faut minorer ou en tout cas modérer un peu le propos et essayer de voir aussi le verre à moitié plein, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, et essayer de voir aussi dans quel contexte elles s'inscrivent et comment, peu à peu, même si c'est une politique des petits pas, elles arrivent à trouver des solutions. Donc c'est vraiment ça qui a animé l'écriture du livre, avec donc cette thèse qui consiste à dire que dans le développement durable, il y a le mot développement, et il n'y a pas de développement, il n'y a pas de durabilité sans développement, et que du coup, moi, mon propos, c'est de voir comment on peut réconcilier donc l'économie au développement durable, d'où le concept de sustainability qui est important pour moi, et de pouvoir ensuite proposer des solutions un peu différentes et surtout aider les entreprises à repenser leur business plan, leur business model et leur façon aussi de penser tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce livre qui est sorti donc la semaine dernière. Et merci à toi, Vincent, d'en avoir fait mention, voilà, qui j'espère sera pédagogique et utile à tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la manière dont les marques s'y prennent pour changer le monde, justement. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, je te laisse. Non, effectivement, en fait, tu avais après une théorisation. Oui, tout à fait. En fait, dans ce livre, en fait, je pars du principe que globalement, le business, justement, as usual, est complètement dead, dans le sens où on ne peut pas revenir en arrière, et que ça fait, on va dire, depuis quasiment 30, 40 ans, en tout cas depuis que le marketing moderne existe,
qu'on nous a appris tous dans les écoles à utiliser les fameux 4P, le product, le place, le promotion et le price. Aujourd'hui, le nouveau mix qu'il faut intégrer et que de plus en plus de marques intègrent, hein, notamment je pense à des grands groupes comme Unilever qui ont complètement repensé leur façon le purpose de marque, la façon d'architecturer leur plateforme de marque autour justement d'un sustainable marketing qui intègre deux variables nouvelles qui sont évidemment fondamentales, c'est le people et c'est planète. Et c'est comme ça, en intégrant ces deux variables, alors ça a l'air de rien comme ça, mais ça change tout. Ça change tout parce que ça change la façon de penser la R&D, ça change la façon de produire, ça change la façon de distribuer, ça change la façon de communiquer, ça change la façon de designer, ça change tout. Et in fine, c'est ça qui est vertueux, c'est que ça va quand même néanmoins, et je pense que c'est même la condition sine qua non, garantir les profits. Sauf que la grande différence, c'est qu'on sera dans des profits durables et qui seront respectueux d'un certain nombre d'enjeux et qui, en tout cas, y répondront le mieux possible. Et ça, c'est fondamental, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais bien répondu à ta question, Vincent. Oui, tout à fait. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste 2-3 minutes. Si tu peux compléter avec les 2-3 slides qui restaient. Oui, alors ensuite, dans le livre, j'ai essayé de développer une thèse. Elle n'est pas nouvelle, hein, je n'ai pas prétention à inventer quelque chose, mais simplement à synthétiser. C'est vraiment un travail d'enquête et de synthèse aussi. On va dire ce qui existe déjà ou ce qui était sous-jacent et qui devient de plus en plus, on va dire frontal et important aujourd'hui, c'est la capacité qu'ont les consommateurs à décider de ce qui va être bien ou pas bien. Alors c'est pas nouveau, hein, on a toujours nous les publicitaires regardé les insights, ce que les consommateurs et le marché pensaient. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un vrai, notamment grâce au digital, un vrai pouvoir des consommateurs sur la capacité à dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas bien du tout. Et ça évidemment, ça vient en écho aussi à toutes les études, et toutes les études convergent sur le fait que globalement, en moyenne, les 2 tiers des consommateurs n'ont pas confiance en les marques. Alors, ils n'ont pas confiance aussi dans les institutions, dans le politique. Enfin, cette crise de confiance est un peu globale, mais les marques font aussi partie des sujets qui sont un peu remis en cause en termes d'autorité, de confiance, de considération. Et en même temps, c'est ça le paradoxe, les consommateurs attendent beaucoup des marques, ils attendent beaucoup de responsabilités de leur part. Donc du coup, donc quand je dis acheter, c'est voter, c'est vraiment ça. Je pense qu'on est tous capables de pouvoir agir. Et quand on va dans un magasin, quand on consomme, on a ce pouvoir énorme de pouvoir dire ça c'est bon, ça c'est moins bon. Et en plus, il y a plein d'aujourd'hui d'applications, Yuka, Moral Score, etc. Enfin, il y a plein de choses qui existent pour nous aider à scorer et on va dire, à guider nos choix, à faire nos choix. Ce qui nous amène du coup, et ce qui va amener du coup les marques à être de plus en plus attentives, parce que cette pression, elle est positive, mais elle est très vertueuse, parce que les marques, ce qu'elles regardent, c'est évidemment leur part de marché, le chiffre d'affaires. Donc si à un moment donné, elles ne sont plus préférées, enfin considérées d'une part, voire et plus préférées, donc achetées par les consommateurs, elles sont de fait tenues et obligées de bouger et de changer leur façon de faire. Globalement, une grosse partie des grands groupes, des grandes marques l'ont compris. Et ce qui est intéressant de voir, c'est un autre concept que je rajoute, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sustainability sans scalability. Pourquoi je dis ça? Parce que globalement, tous les grands groupes se disent, OK, très bien, la durabilité, on a compris, OK, les consommateurs attendent qu'on soit plus responsable, plus éthique et plus respectueux d'un certain nombre de choses. Très bien. Maintenant, qui paye? C'est souvent l'argument qui arrive en premier lieu. Qui paye? Qui finance cette RSE, cette sustainability? Je t'entends pas, Vincent. Oui, non, mais je t'entends très bien. Excuse-moi, je croyais que tu parlais. Du coup, la question est de savoir comment on arrive à conjuguer sustainability et scalability, à savoir la capacité à faire en sorte que quand on intègre cette variable, enfin ces deux variables, planète et people dans le mix, on arrive à faire en sorte que, in fine, même s'il y a de l'investissement au départ qui est nécessaire, ça soit complètement vertueux et que ça puisse faire en sorte que les marques continuent justement déjà à être aimées et préférées. Ça, c'est fondamental. C'est leur essence même. Mais en même temps, de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir ensuite financer, évidemment, cette sustainability qui, évidemment, coûte cher.
Donc Très ça, bien. juste pour finir là-dessus, je pense que dans la scalability, les grands groupes, c'est pour ça que je m'attache aux grands groupes, notamment, je pense à des P&G ou des Unilever et bien d'autres. Il faut bien comprendre que ces groupes-là, c'est à peu près un portfolio de 800 marques. Donc tu imagines bien que quand ces groupes-là bougent, Bah, bien sûr. ils Tout le sont en marché bouge, contact avec tous les consommateurs quasiment du monde. Enfin, bien tous ceux sûr. qui vont à un moment donné, peu ou prou, je parle dans l'alimentaire, mais dans les FMCG, c'est pareil, qui à un Ouais. moment donné sont en lien avec la consommation. Et ben, Mm. évidemment, il faut que ces groupes-là, pardon, montrent l'exemple et soient vertueux. Et c'est ça qui va faire fondamentalement bouger les choses. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en Maintenant, prie. je propose à Marc de nous rejoindre et on fera les questions ensemble tout à l'heure quand on sera tous ensemble dans le Q&A. Alors, Marc, est-ce que tu peux nous rejoindre? Alors, voilà, ça se connecte. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour Vincent, bonjour à tous. En ce matin Très heureux de t'avoir. gris à Londres, je ne sais pas s'il fait beau à Paris, mais ravi d'être ici. Merci pour cette invitation, Vincent. Je t'en prie. Du coup, pour démarrer, Marc, je crois qu'on a prévu une petite vidéo. Je vois avec la régie si tout va bien. On va lancer du coup la vidéo pour démarrer. C'est parti, on se retrouve tout de suite. La crise des déchets est en train de devenir le mal du siècle. Alors que moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés au niveau mondial, la plupart finissent dans la nature, menaçant les écosystèmes et la biodiversité. Nous devons agir vite pour contrer les effets désastreux de cette pollution et changer les modèles de consommation en favorisant la réutilisation. C'est l'objectif de Loop. Pour cela, nous travaillons avec des dizaines d'entreprises et de marques de toute taille pour vous proposer leurs produits dans des emballages consignés, réutilisables et durables. Plus besoin de sortir vos poubelles, Loop récupère les contenants directement chez vous pour les nettoyer, les remplir chez nos partenaires et les remettre dans la boucle. Nous souhaitons encourager une façon de consommer plus responsable. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Votre participation à Loop nous permettra de développer notre plateforme et de faire entendre notre vision commune. Toute l'équipe de Loop est engagée au quotidien pour créer un monde dans lequel les emballages ne représentent plus une menace pour notre planète. Passez à l'action, rejoignez Loop et entrez dans la boucle. Nous partager un peu à la fois comment fonctionne Loop et puis un petit peu les mises à jour et après on en viendra à nos questions. Super. Donc pour ceux qui ne l'ont pas directement en tête, donc Loop, comme la vidéo l'a expliqué, donc c'est un projet qui vise un petit peu à remettre la consigne au goût du jour. La consigne, ça a rien de nouveau et ça a plein de choses vertueuses qui fonctionnaient il fut un temps et aujourd'hui qui ont un peu disparu. Donc pour remettre un petit peu ça dans son contexte, nous on a lancé donc officiellement il y a à peu près un an maintenant. Après une annonce donc à Davos en janvier 2019. Et notre but étant vraiment d'être un engin de transformation pour un certain nombre de grands groupes industriels, mais aussi de plus petites marques, et que ça soit donc des industriels produits, mais aussi des chaînes de grande distribution comme Carrefour en France, qui est notre partenaire principal. Donc aujourd'hui où on en est, on a lancé en France et aux États-Unis, et on a un certain nombre de lancements donc dans de nouveaux marchés qui va s'opérer plus tard cette année. Le UK étant le prochain d'ici à peu près un mois. Et je ferai un court point sur où est-ce qu'on en est en France après 12 mois de lancement. Voilà, donc le but étant de repartir sur un emballage qui, il y a 70 ans, un emballage quand il a été conçu, il était vraiment fait pour durer, et on s'en souvient par le type d'emballage que nos grands-parents avaient, Oui, oui, go ahead. Désolé, ouais, Marc.
cette image du milkman qui vient et qui récupère la bouteille de lait une fois utilisée pour la re-remplir. En fait, ça s'inscrit dans dans un mode qui est clairement à l'opposé d'aujourd'hui, où l'emballage étant considéré maintenant non plus comme un actif mais comme un coût, l'objectif est vraiment de diminuer son coût au maximum. Et donc forcément, avec une diminution du coût, il y a aussi une diminution de la qualité de l'emballage. Et bien sûr, avec toutes les conséquences négatives environnementales qui en suivent. Donc l'idée de Loop, c'est vraiment de repartir sur pousser toutes les entreprises qui vendent des produits de grande consommation et ça peut être des produits des entreprises fast-food aussi, mais toute entreprise qui vend un produit dans un emballage unique, de revoir cet emballage comme un actif et donc quelque chose dans lequel l'entreprise va investir pour que ça soit non seulement durable, mais aussi pour utiliser les opportunités de la durabilité pour augmenter en fait l'expérience consommateur et notamment la praticité. Donc on a quelques exemples ici de marques. Donc ça c'est nos déodorants vendus sur Loop aux États-Unis, et on voit que non seulement on passe donc sur le côté produit qui est vertueux pour l'environnement, mais qui, en plus de ça, en fait, est bien plus beau à avoir dans sa salle de bain et aide aux bénéfices d'expérience consommateur. Là, on a un super exemple avec Häagen-Dazs aussi, qui a créé, en fait, on les a aidés à créer en fait un pot qui a un double fond qui permet de garder la glace 3 heures en dehors du réfrigérateur. Donc, ça peut être autant des grandes marques ou des petites marques qu'on va accompagner en fait dans cette transition, et après qu'on va aider à être commercialisé via en fait soit notre plateforme e-commerce qui est Ma Boutique Loop en France, soit via nos partenaires de grande distribution. Donc c'est Carrefour pour l'instant en France et un certain nombre d'autres chaînes de grande distribution dans d'autres pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer, l'idée, c'est que les marques n'ont pas toutes les réponses dès le début. Donc, on peut passer sur un contenant qui, n'a pas forcément quelque chose de révolutionnaire, comme cette bouteille en verre, les petits bidons, mais avec les marques, en fait, et le retour des consommateurs, on travaille sur des nouveaux modèles aussi de contenants. Et l'idée étant vraiment, d'où l'importance en fait d'amener les consommateurs dans ce processus de création, c'est que nous on est vraiment honnête sur le fait qu'on n'a pas toutes les réponses et que l'ambition que Loop a, qui est de changer notre mode de production et notre mode de consommation, donc elle est pas petite, elle est assez ambitieuse, et donc on peut pas prétendre, nous en tant que jeune start-up, d'avoir la réponse à toutes ces questions. Et donc on travaille main dans la main avec le consommateur et nos marques partenaires pour le faire. Donc j'ai parlé de Ma Boutique Loop. Là vous avez donc un screenshot de notre plateforme. Ma Boutique Loop, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est l'intégration chez nos partenaires de grande distribution. Donc ça va être, c'est en train d'être fait chez Carrefour. Donc à partir ça, c'est en cours alors. Absolument. Donc ça, en France, à partir du 15 juin, vous aurez l'occasion de trouver des produits consignés Loop sur la plateforme e-commerce de Carrefour. Donc c'est le Carrefour livré chez vous. Donc ça, c'est à partir du 15 juin. Ce qui est déjà un énorme milestone pour nous. Ça veut dire que c'est vraiment le retour de la consigne en France, en tout cas sur un modèle e-commerce. Et cet automne, on aura nos Corner Loop dans 12 magasins Carrefour en France, qui seront concentrés dans un premier temps sur la région parisienne. Encore une fois, le but étant qu'on est sur une approche pilote. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on communique ça aux consommateurs d'une manière qui va être la plus ludique possible. Et donc, c'est avec nos
avec Carrefour qu'on travaille donc main dans la main pour réfléchir à quelle serait la manière la plus judicieuse pour la mettre en place. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on parle donc du shopping de tous les jours en grande surface. Mais en fait, le but de Loop, c'est vraiment de créer un écosystème dans lequel on pourrait remplacer chaque emballage unique qui est consommé, quel que soit l'environnement. Ça peut être dans une chaîne de grande distribution, ça peut être sur des modèles de food delivery, ça peut être dans plein de modèles B2B, par exemple sur les entreprises qui vendent elles-mêmes des produits aux grandes surfaces directement. Donc, et avec Loop au centre, aidant en fait à connecter l'intégralité de ces environnements. Et Loop en fait permet de la récupération de tous les emballages et en fait une gestion de la consigne qui est centrale. C'est-à-dire que dans un modèle où vous avez plusieurs acteurs qui participent, on peut penser que un contenant qui va être acheté chez Carrefour pourra être ensuite rendu dans une poubelle à consigne municipale si on crée un partenariat avec une ville, ou dans une poubelle d'une chaîne de restauration rapide, puisque toutes font partie de cet écosystème. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Marc. Une petite conclusion avant qu'on passe à Georges, et puis on se retrouve de toute façon pour le Q&A tout à l'heure avec les questions. Oui. Oui. Est-ce que tu as ou un, 2 points à partager avec nous avant qu'on passe à Georges? Sinon, on se retrouve tout à l'heure pour le Q&A. Et je vais du coup inviter Georges à nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. On se retrouve dans quelques minutes. À bientôt. Voilà. Donc, Georges, alors c'est très intéressant parce que on a eu l'occasion d'échanger un petit peu ensemble pour préparer effectivement cette intervention. SoWeFood est un acteur majeur et disruptif dans le monde du financement. Georges, je te propose du coup de présenter la démarche de SoWeFood et puis de là un petit peu où vous en êtes en termes de levée. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour Vincent, merci pour l'invitation également à ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est présenter un petit peu ce qu'on fait nous, SoWeFund, et puis rentrer dans le détail de notre démarche, développement durable, impact sociétal, environnemental, impact investing, comme on appelle dans notre secteur. SoWeFund, qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme d'investissement participatif, c'est-à-dire qu'on permet à tout un chacun d'investir à partir de 100 € dans des startups qu'on sélectionne. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher des entreprises qui cherchent à lever des fonds, on va dire entre 100 200 000 € jusqu'à une dizaine de millions d'euros, et de proposer ces dossiers en co-investissement ou en investissement seul d'ailleurs sur notre plateforme à des particuliers. Et ces particuliers vont avoir la possibilité d'investir à partir de 100 € dans une structure d'investissement qu'on crée spécifiquement pour chacun des investissements qu'on réalise, ou sur des montants plus importants, ils vont pouvoir investir directement dans les startups qu'on propose. On a systématiquement, on va dire, entre 4 et une dizaine de startups disponibles sur notre plateforme à l'investissement. On existe maintenant depuis 2014 et la création du statut de conseiller en investissement participatif. Et on a financé depuis cette date-là une petite cinquantaine d'entreprises pour un peu plus de 40 millions d'euros, soit sur la plateforme, soit avec des co-investisseurs qui financent avec nous les startups qu'on propose. On est 70 000 investisseurs inscrits sur la plateforme. Alors, tous ne sont pas des investisseurs actifs. Hein. La plupart sont des personnes qui regardent les dossiers. Notre base d'investisseurs actifs est plutôt aux alentours de 10 000 investisseurs. Très bien. Et on est évidemment agréé par l'autorité des marchés financiers. C'est une profession réglementée qu'on fait, qu'on réalise. Donc, du coup, notre métier à nous, c'est de faire prendre le moins de risques possible à l'investisseur. Donc, notre métier, ça va être d'aplanir les risques sur les sociétés qu'on propose, et puis de bien vérifier aussi que les investisseurs sont en capacité d'investir. On peut pas les mettre en danger leur patrimoine.
Donc, Voilà. du coup, vous êtes sur les sujets de la croissance verte. C'est ça votre. Alors, on est sur les sujets, on a été créé en 2014 sur tous les sujets de l'innovation de manière générale. L'idée étant de permettre à tout un chacun d'investir comme le fait un business angels qui est plus fortuné que nous, que moi, par exemple. Et donc, on est vraiment parti sur cette idée-là. Et puis, avec le temps, on est des personnes assez pragmatiques dans l'équipe. Ben, on s'est rendu compte que plus on mettait des dossiers qui étaient orientés développement durable, impact investing, plus on avait d'investisseurs sur ces dossiers-là. Et du coup, on peut regarder là justement sur cette slide-là, la moyenne investie sur des dossiers de nos deux secteurs qu'on a créés, le secteur impact, je vais rentrer dans le détail, qu'on a créé en 2018, mais aussi le label financement participatif pour la croissance verte. On a moins d'entreprises, mais on a surtout une moyenne qui est beaucoup plus importante que notre parc de campagne habituel. Donc, ce sont des sociétés qui marchent mieux en termes de financement sur notre plateforme et auprès du particulier. Et c'est extrêmement intéressant à voir en termes de démarche. L'investisseur individuel particulier va être intéressé pour investir et avoir un retour sur investissement, mais va être aussi intéressé pour avoir un impact sur la société et sur l'environnement. Donc, je vais rentrer dans le détail de ces deux labels. Le premier label, c'est financement participatif. C'est financement participatif sur la croissance verte. C'était créé en décembre 2017. C'est une super initiative du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'idée, c'est de permettre aux plateformes professionnelles de l'investissement d'attribuer à des startups ce label-là. Ce label-là, l'objectif qu'il a, c'est vraiment de crédibiliser la société auprès des investisseurs qui savent dans quoi ils investissent. C'est intéressant. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un peu restreint, justement, avec ces deux objectifs, soutenir les projets écologiques et environnementaux et orienter l'épargne des Français vers les entreprises et activités vertes. Et le champ des possibles est assez restreint à ces 8 secteurs que j'ai mentionnés ici. Mais c'est encore une fois une très belle initiative pour toujours crédibiliser les dossiers. Notre travail à nous, c'est de crédibiliser les dossiers pour qu'il y ait le plus d'investissements possible. Donc ça, on l'a mis en place. On a été une des premières plateformes à l'obtenir depuis décembre 2017. Et donc, du coup, on a agréé des sociétés. On en a agréé 7 ou 8 depuis la création de ce statut-là. Dans la même idée, on a créé un label Impact propre à SoWeFund, un petit peu plus complexe à obtenir que le label financement participatif pour la croissance verte et qui va répondre, l'objectif c'est de répondre à un des critères ODD des Nations Unies que j'ai remis ici sur la slide. L'idée c'est on veut faire bénéficier d'un retour sur investissement à nos investisseurs, donc on est toujours sur la même grille d'analyse des dossiers, mais on ajoute une grille d'analyse spécifique à l'impact investing et donc du coup en regardant quel est le vrai impact de la société sur un de ses objectifs. Et du coup, comment vous faites il faut qu'ils suivent plusieurs critères pour être éligible Alors on va rentrer dans la thèse d'investissement. Il faut en effet qu'ils suivent plusieurs critères. D'abord qu'ils répondent à au moins un des ODD. La plupart répondent à un ou deux. La plupart répondent à deux. J'en ai très peu qui ont répondu qu'à un. Des ODD, on maintient nos critères de sélection, comme je vous ai dit, c'est les mêmes, et on ajoute d'autres choses. On ajoute un équilibre de son activité et de sa chaîne de valeur. Donc, il faut on regarde toute la chaîne de valeur. On va pas regarder que ce que fait l'entreprise. On regarde les fournisseurs de l'entreprise, etc. Et est-ce que ça respecte le réseau de distribution? Est-ce que ça respecte les conditions du label? On veut une gouvernance inclusive et fournir une information claire et transparente. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin sur ces dossiers-là que ce qu'on peut aller sur les sociétés qu'on finance. On va demander des reportings plus réguliers. On va demander une sollicitation plus régulière des investisseurs que ce qu'on va demander dans un dossier traditionnel. Pour donner des exemples, par exemple, sur une nouvelle acquisition d'une nouvelle machine, ce qui peut être dans une société, on va dire, qui n'a pas ce label-là, c'est pas utile de contacter les investisseurs. Là, on va vraiment les informer. L'idée, c'est d'inclure l'actionnaire dans la société encore plus que dans une société traditionnelle. Parfait. Voilà. Et après, je parle vraiment de SoWeFund, donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler. Ouais. C'est un peu hors sujet. Je voulais juste remettre ça pour bien clarifier le principe et en quoi c'est intéressant avec la démarche Sustainable qu'on a, nous, dans notre démarche collaborative. Réellement, le principe du crowdfunding, c'est de permettre à tout le monde de participer et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et plus de gens pourront participer, plus on voit que l'argent est orienté vers des sociétés à fort impact. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux qui va faire en sorte qu'on va financer de plus en plus
de sociétés à fort impact. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on y arrivera, et pas uniquement en donnant la voie, on va dire, aux investisseurs professionnels qui, eux, décident avec leurs critères habituels. Et il y a quelques fonds impact, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et donc, du coup, je pense, et on pense chez nous, que c'est le particulier qui va faire bouger les lignes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Georges, d'avoir partagé effectivement ton modèle, qui est un modèle qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, parce qu'on imagine avec ce qui s'est passé que les investisseurs privés vont, à mon avis, se ruer, enfin je l'espère pour toi, sur la croissance verte, et vont financer toutes ces startups dont la France a besoin pour justement construire un monde durable dans lequel on sera tous heureux de vivre. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter un petit point là-dessus, très rapidement, je pense que oui, ils vont se ruer dessus s'il y a des incitations fiscales qui sont mises en place. France Digital propose de proposer des incitations fiscales sur l'impôt sur le revenu pour toutes les startups innovantes, mais aussi de faire une incitation fiscale plus forte pour les startups à fort impact sociétal et environnemental. Et moi, je suis convaincu que c'est ça qui va nous faire aller plus loin. Et donc, c'est une décision politique aussi qui va nous pousser à investir. On transmet à Bruno, pas de problème. Il est au courant, je crois. Merci, Georges. On accueille Marina. Marina, en direct du sud de la France. Tout va bien? Ouais. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, en direct d'Aix-en-Provence. Très heureux de t'avoir avec Marina. Je t'en prie. Merci pour l'invitation. Ravie d'être là. Donc, du coup, l'idée, c'était que tu présentes un petit peu ton activité et puis un petit peu ton parcours, parce que c'est vrai que tu as quand même pas mal œuvré dans le secteur. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, avant de rentrer sur le case, est-ce que tu peux nous partager rapidement ton parcours et puis ce qui t'amène aujourd'hui à intervenir avec nous? Oui. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. C'est-à-dire qu'effectivement, je viens du sud de la France. Tout ce que je savais, c'est que je voulais en partir. J'ai fait des études et j'ai essayé en fait de me conformer, on va dire, à ce que la société attendait de moi. Donc, j'ai enchaîné les masters, j'ai fait un executive MBA. J'ai quand même toujours suivi mes passions au niveau professionnel. Donc, j'ai participé au lancement de MTV en France. Ensuite, j'ai participé au lancement des Skyblogs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le premier réseau social avant Facebook. Donc, et ensuite, je suis partie chez Michelin. Et donc, j'aime bien être là où on m'attend pas. Vous imaginez le choc culturel de passer de Skyrock, D-Fool, Eminem, les rappeurs et les footballeurs français à Michelin. Alors, j'étais à Paris, j'étais pas à Clermont-Ferrand, mais vous pouvez imaginer. Et en fait, c'est vraiment chez Michelin en 2014. Je suis rentrée chez Michelin un peu avant, mais en 2014, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Dominique Sénard, qui a notamment mené le projet de la loi Pacte. J'ai travaillé avec lui et son conseiller qui s'appelle Patrick Oliva, et grâce à eux, j'ai eu ce qu'on appelle un wake-up call. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le monde dans lequel on vivait ne me convenait pas. Et j'ai développé, on va dire, une fibre un peu, vous savez, cet état d'esprit d'entreprendre en se disant, j'ai compris le monde dans lequel je vivais, mais ça ne me convient pas et j'ai envie de changer des choses à mon échelle. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de mettre toutes mes compétences, mon réseau et mon savoir-faire au service de projets qui seraient beaucoup plus vertueux pour la planète. À commencer chez Michelin, parce que j'ai mis en place leur plateforme d'open innovation. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, Vincent. Tout à fait. Donc, j'ai permis à Michelin de s'ouvrir sur le monde. J'ai connecté 150 organisations. Donc, dans un open lab, on faisait de la prospective sur la mobilité durable. On a travaillé avec la Commission européenne. On a travaillé avec des associations type WeShare. On a travaillé avec les équipes de Ban Ki-moon, donc l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui ont reconnu en nous la capacité, en fait, de fédérer des acteurs complètement diversifiés et qu'on avait même parfois tendance à opposer. Et on a réussi à les faire travailler ensemble parce qu'en fait, on était au service de quelque chose de plus grand que nous. Et ensuite, tout se passait bien. Et mon boss m'appelle en me disant qu'il faut que je fasse un rendez-vous. Donc, je rentrais de New York des Nations Unies et il me demande de rencontrer une jeune start-up d'Aix-en-Provence. Et là, je me suis dit, j'ai que ça à faire, vraiment. Et en fait, je voulais pas y aller. Et il y a eu plein de synchronicités qui font que j'y suis allée. Et j'ai rencontré Frédéric Chevalier, qui est un visionnaire du sud de la France et un des hommes les plus courageux que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, qui a eu un chemin personnel
qui lui a permis en fait de passer de millionnaire dans le marketing à je veux me déposséder de tout et je veux créer un projet qui va permettre aux gens de se transformer. Du coup, je fais partie de l'équipe qui a eu la chance, l'honneur de participer à la création de The Camp avec le reste de l'équipe aux côtés de Fred. Et donc The Camp, voilà, ça fait 3 ans. Et bon, Fred, vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, Fred est mort dans un accident de moto juste avant l'ouverture de The Camp. Et ce que je peux vous dire par rapport à cette expérience très personnelle, c'est que j'ai beau en fait avoir des masters, des MBA, avoir étudié dans les écoles américaines, françaises, peu importe. En fait, c'est pas dans les livres de MBA qu'on va chercher les ressources pour se dépasser dans des moments comme cela. Et quand il faut ouvrir un campus, donc gérer un restaurant végétarien, 200 chambres, des programmes de formation, des séminaires, etc., c'est d'autres choses qu'on va convoquer. Et du coup, moi, j'ai commencé à mon tour, suite à son départ, un chemin, on va dire, un peu personnel aussi. Et je me suis vraiment questionnée sur la place que je voulais avoir dans le monde, quelle était ma mission. Et Fred a toujours vu une entrepreneuse en moi. Et j'ai eu envie de me lancer après 3 ans, parce que ça a été difficile pour moi de quitter The Camp, parce qu'il y avait quand même un peu un legacy, comment on dit, un projet, un peu un héritage. Donc, c'était dur de quitter ce projet-là, mais depuis septembre, je suis l'heureuse fondatrice de Wavemakers. Donc, du coup, partage-nous un cas, voilà, en 1 à 2 minutes, comme ça on va passer aux questions après. Vas-y, je t'en prie. Donc, on est une agence où on agit comme un collectif. Donc, il y a des entrepreneurs, des philosophes, des experts des business models, des experts en intelligence collective. Le dénominateur commun entre nous, c'est que on est tous des gens engagés et positifs. Et donc, l'idée de Wavemaker, c'est vraiment de participer à la transformation positive des individus et des organisations et d'utiliser l'innovation consciente et collective pour le faire. Donc, moi, j'ai commencé en septembre et là, je vais vous présenter un case qui est en cours avec un de mes clients, qui est une PME dans le secteur de l'optique. Ils fabriquent des lunettes. Très bien. Ils font à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 100 collaborateurs. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment d'accompagner les 3 cofondateurs de cette boîte à passer d'une entreprise business as usual, comme le disait Yann, à un modèle d'entreprise à mission. En fait, ce qui s'est passé au niveau du contexte, c'est que ces trois jeunes-là, parce qu'ils sont jeunes encore, en fait, fort de l'actualité, fort du désir des collaborateurs, de leurs parties prenantes et surtout de leur évolution personnelle, ils ont eu envie de changement. Ils se sont posé des questions, mais ils ne savaient pas nécessairement comment faire ou comment s'y prendre. C'est quand même difficile quand l'envie de changement sonne à notre porte. Il n'y a pas vraiment un guide tout prêt. Et donc, ils ont rencontré Laetitia Deboz, qui est une consultante 360 holistique, qui les a accompagnés, qui m'a parlé du projet. Et on a décidé d'unir nos forces pour les accompagner justement dans cette transition de modèle. Donc, il y a 2 parties que je voudrais partager avec vous. La première, c'est l'accompagnement et la deuxième, c'est les livrables. Donc, l'accompagnement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je crois vraiment qu'on ne peut pas pondre une stratégie saine et véritablement authentique si on ne s'est pas d'abord questionné sur soi, sur quelles étaient les motivations profondes de ces gens-là, quelles sont nos motivations profondes, qu'est-ce qui nous anime véritablement au jour le jour. Donc, on a travaillé d'abord sur, nos intervenants en parlaient, la sensibilisation des ODD. Moi, j'étais en plein dedans. J'ai travaillé avec les Nations Unies. Donc, j'ai rencontré Jeffrey Sachs qui en est l'initiateur. Je les ai sensibilisés avec Laetitia à tout ça. Et ensuite, on a travaillé un peu sur le changement de paradigme. C'est-à-dire tous les nouveaux codes du 21e siècle. Donc, on a travaillé sur l'éveil des consciences. On a travaillé également sur le développement personnel sous l'angle du leadership du 21e siècle pour aller justement chercher dans les tripes la singularité du projet qu'on allait cofonder, enfin qu'on allait les aider à créer. Très bien. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment quelque chose d'authentique. Et donc, comment ça s'est passé ? En fait, on met en place des ateliers d'intelligence collective parce que l'idée, en fait, moi, je ne suis pas consultante. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Par contre, je révèle ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux et qu'ils ont parfois oublié ou qu'ils n'osent pas révéler. Donc, ces ateliers d'intelligence collective nous ont permis de faire émerger la vision,
la raison d'être, les engagements concrets de ces 3 personnes qui se sont du coup cristallisés dans une boussole stratégique qui a permis du coup de détailler un plan d'action et une feuille de route de leurs engagements sociétaux et environnementaux pour mettre cette vision en action. Et ensuite, on a également développé des outils d'ingénierie pédagogique pour qu'on puisse animer aussi l'accompagnement du changement auprès des équipes. On a travaillé aussi, c'est une dimension qui est importante et dont on ne parle pas souvent ou trop peu en France. On a travaillé aussi sur les imaginaires, c'est-à-dire se questionner, non pas faire de la prospective ou des plans d'action à 5 ans, qui peut le faire aujourd'hui vu le contexte dans lequel on vit, mais par contre reconvoquer nos imaginaires et se questionner sur comment les choses peuvent évoluer. Pas faire de la prospective économique, mais simplement s'inspirer de l'art, de la philosophie, de l'anthropologie, des sciences, des business models et voir simplement comment les choses pourraient évoluer pour pouvoir justement se demander en fait quel est le futur souhaitable dans lequel on veut s'inscrire et comment moi, en tant que fondateur d'une PME, je peux y participer. Du coup, quels ont été les livrables? Les livrables, c'est ça. Donc, on a eu la raison d'être individuelle et collective de la boîte. Oui. On a eu cette fameuse boussole stratégique qui permet en fait de conditionner ce qu'on fait, comment on le fait et surtout pourquoi on le fait. Oui. Et ensuite, de mettre en place ce plan d'action avec 3 domaines d'activité stratégiques, de le déployer en objectifs concrets dans une feuille de route et de mettre en fait les équipes en mouvement et les engagements en action. Donc, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Et ensuite, il y a encore, je pense, 6 mois d'accompagnement. On ne devient pas une entreprise en mission du jour au lendemain. C'est clair, je suis d'accord. Voilà. Et en fait, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent. Ils sont en train de faire des questionnaires, de remplir des questionnaires avec d'autres cabinets pour savoir si... pour pouvoir transitionner vers un modèle Bicorp. On travaille aussi avec Circulaire sur le sourcing de start-up beaucoup plus pour biosourcer des matériaux. On travaille sur le do-it-yourself, sur la réparation, sur tout ça. Ouais. Très bien. Voilà. Et donc, je voulais juste dire pour conclure là-dessus, c'est qu'au départ, ils n'étaient pas eux-mêmes convaincus du virage qu'ils allaient faire. Et en fait, ils s'en sont convaincus eux-mêmes au fil des ateliers. Et c'est ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de travailler d'abord sur le jeu et de mettre ce jeu au service du nous. C'est comme ça qu'on va chercher la singularité des projets et que justement, tout à l'heure, je voyais un slide, il avait marqué no bullshit ou no greenwashing ou whatever. L'idée, c'est d'aller chercher notre singularité pour que justement toute l'équipe et les parties prenantes de l'entreprise puissent adhérer au projet. Et ça doit commencer par ces tripes, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Marina, pour ton dynamisme et tes initiatives. Du coup, je vous propose maintenant de nous rejoindre pour rentrer dans la session Q&A tous ensemble. Alors, vous avez pu le voir dans les différentes interventions, que ce soit celle de Yann à l'occasion de la sortie de son livre, Marc dans le cadre de l'accélération du déploiement de Loop en Europe à une échelle industrielle, Georges du coup avec SoWeFund, donc un fonds qui était déjà très connu et qui du coup post-Covid va sûrement être un des gros leviers de la croissance verte, et Marina qui d'un point de vue extrêmement opérationnel accompagne dans leur transformation durable et dans la bascule d'entreprise en mission les entreprises. Donc du coup il y a un certain nombre de questions. Moi je démarrerai déjà par la première. Voilà, est-ce que les marques sont devenues, selon vous, le nouveau porte-parole, le nouvel amplificateur du développement durable? Yann, si tu veux démarrer. Vas-y, Yann. Sinon, alors on va prendre Marina. Vas-y, Marina. Tu veux que je réponde à la première question? Oui, tout à fait. Alors cette question, elle résonne doublement en moi. C'est vrai qu'on évolue dans un monde qui est hyper marketé. Les femmes qui gèrent le marketing aujourd'hui, je crois que ce sont des citoyens avant tout, avant d'être des marketeurs. Ils ne sont pas nés comme ça. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vrai qu'il me paraît un peu inconcevable de ne pas prendre en compte l'avenir de la planète et des gens qui y vivent, des êtres vivants qui y vivent. D'autant plus quand on est une marque, parce qu'en fait, les marques, pour moi, elles jouent un rôle d'influenceur auprès d'elles-mêmes, auprès de leurs parties prenantes et surtout auprès de l'opinion publique. Elles ont donc pour moi une responsabilité envers elles-mêmes et envers la société. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce ne sont pas les marques qui sont le nouveau viatique du développement durable, mais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt le développement durable qui soutient
justement le développement des marques. On parlait de Patagonia, il y avait une photo avec Veja, on peut aussi parler de la Maïf, qui est un super assureur militant en France avec Pascal Demurger qui fait des choses absolument extraordinaires. Et ces exemples-là sont vraiment là pour montrer à ceux qui en douteraient que faire du bien à la planète, ça peut aussi permettre à une entreprise de se développer en prenant en compte plus d'externalités positives que négatives. Et ça permet aussi de remettre du sens. C'est-à-dire que quand on voit qu'en France, on est quand même un des gros pays où il y a beaucoup d'anxiolytiques qui sont prescrits, il y a le mal-être au travail, ça permet aussi de se dire, bon, ben voilà, je travaille pour une marque aujourd'hui qui a une utilité. Et je crois qu'on est vraiment entré aujourd'hui dans l'ère de la quête du sens. Et je pense que les marques ont une responsabilité là-dedans. Mais pour répondre concrètement à la question, voilà, c'est plutôt le développement durable pour moi qui est le nouveau viatique des marques. Parfait. Marc, vas-y. Oui, bah, j'aime bien la façon dont tu as switché ça, Marina. En effet, donc nous travaillons avec pas mal de groupes comme ceux que Yann a mentionné plus tôt. Je pense clairement que non seulement les marques ont ce rôle en fait d'apporter en fait plus de choix aux consommateurs, puisque le consommateur est clairement prêt. Mais malheureusement, parfois, il n'a pas suffisamment de choix environnementaux, ou bien les choix éthiques vont être pas forcément bon marché, ou en tout cas un niveau de prix, un niveau de prix accessible. Donc clairement, les marques ont ce devoir d'utiliser l'opportunité environnementale afin d'apporter cette réponse attendue des consommateurs. Mais en ce faisant, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a vraiment une transition des marques qui voyaient ça plus comme un pur exercice marketing, où en fait le leadership de ces marques est vraiment de plus en plus investi. Donc quand je parle de Procter & Gamble par exemple, qui est un des partenaires fondateurs de Loop, on travaille directement avec le CEO, les directeurs généraux de Procter en Europe, et donc c'est plus une simple un simple exercice marketing. Ça devient vraiment, il y a ce côté innovation au sein du groupe qui en fait devient partie prenante du business model lui-même. Et je pense que c'est grâce à ça que en fait les marques vont réussir au fur et à mesure du temps, apporter des solutions qui vont être à la fois beaucoup plus comprenantes des enjeux sociaux et environnementaux. Merci beaucoup, Marc. On va essayer d'avoir Yann, si tu peux intervenir en audio. Vas-y, Yann, sur le mot de la fin et ta vision. Tu m'entends ? Tout à fait. Vous m'entendez ? Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, désolé pour les problèmes techniques, je ne sais pas. Non, mais très d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Moi, je pense qu'il faut juste revenir à l'essence même de ce qu'est une marque. Une marque, c'est, sans faire d'anthropomorphisme et sans abuser d'analogie, mais globalement, c'est comme un être humain. C'est d'abord des valeurs, c'est des convictions, c'est une façon c'est une représentation du monde. C'est aussi des engagements et une réputation. Et je pense que les marques aujourd'hui, en tout cas, beaucoup, je pense qu'il faut pas non plus penser que tout a été fait et qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire au niveau des marques et des façons de produire et je pense qu'il faut aussi, ça passe aussi par l'acculturation et la façon de penser des managers, ce qu'a très bien évoqué Marina. Mais globalement, les marques, elles ont un devoir impérieux de changer parce que sinon, c'est au risque de mourir. C'est très simple, hein. Soit elles se remettent en cause, elles arrivent à imaginer. Ça bug. Perdu Yann. Soit elles n'y arrivent pas, auquel cas elles seront disquées. Parfait. On m'a perdu. Merci beaucoup. Ouais, non, c'est bon. Merci beaucoup, Yann. Ouais. C'est bon.
Ouais, merci beaucoup Yann. Du coup, l'intervention de fin, donc Georges, le mot de la fin. Ok, bah, moi je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense que l'investissement il change parce que les investisseurs changent. C'est des investisseurs particuliers qui sont responsables, ils deviennent responsables. Ils investissent dans des projets qui ont un impact. Ils prennent eux-mêmes leurs décisions. Ils confient pas leur argent à un fonds qui va regarder. Alors il faut que je mette 10% dans l'impact et dans le développement durable. Ah tiens, il y a un très bon fonds proposé par telle ou telle banque qui représente 80% d'actions cotées, 20% d'actions non cotées. Enfin, on est rentré dans une période pendant 5-6 ans où l'investissement était orienté, mais on faisait du green investissement comme du greenwashing. Donc les consommateurs, ils ont décidé de changer ça, et je pense que pour la consommation, c'est la même chose. C'est un peu les consommateurs qui doivent décider. Vincent, il faut jeter cette bouteille en plastique que tu as utilisée tout à l'heure. Et chacun va évoluer dans ses comportements. Et donc du coup consommer mieux, et les marques sont un peu obligées de j'ai du mal, je suis désolé Marc, j'ai du mal à dire que Procter & Gamble fait une démarche totalement proactive et volontaire de sa part. Non, les marques, ils sont obligées de répondre aux demandes des consommateurs, et les consommateurs, depuis pas si longtemps, ils ont vraiment un besoin de consommer différemment, d'acheter différemment, etc. La majorité des consommateurs, je veux dire. Et donc voilà, donc pour moi c'est notre responsabilité encore. Néanmoins, Georges, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Écoute, j'ai pas d'action chez Procter. Néanmoins, je pense que il faut en effet, sans être naïf, regarder ce qui se fait de bien. Moi, j'aime bien, je suis plutôt dans cette démarche-là, parce que globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si en effet des Procter, des Coca, des Nestlé, des Danone changent leur façon de faire, tu as des impacts, mais colossaux immédiatement. Et Loop, dans l'écosystème du bien faire et de la sustainability, Loop est un des maillons de la chaîne que moi, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, donc je trouve très, très intéressant ce qu'ils ont mis en place. Et je pense que tu as raison, il ne faut pas être naïf, il y a aussi des ONG. Hein, il faut féliciter les initiatives, je suis d'accord. Mais en même temps, tu remarqueras que les ONG sont beaucoup derrière Procter et compagnie. C'est que ils arrivent à trouver quand même des passerelles, des bridges qui font qu'in fine, ils arrivent à créer des choses ensemble. Donc voilà, nous, on a quand même besoin que tout le monde se mobilise. C'est ça le sujet. C'est ça. Voilà. Et les marques en particulier. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Ce qu'on retient en conclusion, tout d'abord, c'est qu'il y a eu un move à 3 niveaux. On voit, et c'est ce que soulignait Georges tout à l'heure, l'État a de plus en plus conscience de son rôle d'aider et d'encourager éventuellement par des mesures fiscales le financement. Les entreprises, elles, à la fois, elles voient bien l'impact du développement durable et de leur responsabilité sociale, et du coup, on voit émerger de nouveaux produits, tout ça sous la pression des consommateurs qui deviennent vraiment des consommateurs vraiment citoyens et acteurs de leur transformation. Et donc, on a un triptyque intéressant dans lequel, il faut le souligner, il y a tout un tissu associatif et tout un tissu d'initiatives de plus en plus intéressantes qui se mettent en place. Et nous, au Web Institute, c'est pour ça qu'on a développé ce Hub Sustainable, pour essayer d'élargir le cercle au-delà des grands groupes et des startups qu'on connaît bien, essayer d'intégrer tout un univers extrêmement ouvert et participatif pour construire le monde d'après dans ce qu'on appelle, nous, la Next Economy. Donc, merci à tous pour votre participation, et on vous retrouve, pour ceux qui souhaitent, cet après-midi à 15h pour évoquer avec nos différents invités 3 solutions pour renouveler tous les enjeux durables dans l'entreprise et avoir un impact positif. Merci beaucoup, bonne journée et bonne... Merci à tous. Beaucoup. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans, donc passez à la gourde. Exactement. On aura tous la gourde cet après-midi. Sur le webinaire, on en a plein au Web Institute, et donc on va les mettre en place et elles seront support de nos webinaires. Et voilà. Et d'ailleurs, on embrasse Gobi, le CEO de cette startup qu'on suit depuis des années et qui commence à avoir un vrai impact dans les grands groupes. Voilà un exemple concret d'action. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.